Merci Daniel et merci au comité d'organisation pour cette invitation. J'avoue que je suis assez impressionné par le titre, la présidence française de l'Union européenne. Donc c'est sûrement plus un titre pour Olivier Véran que pour un représentant de Patience. Ça manque de modestie, mais il y a une part de mystère. Et la part de mystère a déjà été un peu levée ce matin en disant que les maladies rares sont une priorité dans la présidence française de l'Union européenne en 2022. Et vous avez raison, en revanche, de l'annoncer par ce titre-là, parce qu'il y a un vrai souffle, il y a une ambition de la France en matière de maladies rares sous sa présidence pour impulser les choses. Et je voudrais d'abord insister sur deux facteurs clés de succès qui font qu'on est en train d'avancer sur cette thématique maladies rares pendant la présidence. Le premier, c'est l'étroite collaboration entre les différentes autorités en France, et je vais développer dans un moment, notamment au niveau politique et les administrations centrales, mais aussi l'étroite coordination entre nous, les acteurs du monde des maladies rares, les chercheurs, les cliniciens, les industriels, les associations de patients, avec ces autorités publiques pour préparer cet agenda de l'année prochaine. Alors la très bonne nouvelle, c'est que la thématique maladies rares est une priorité de la présidence française de l'Union européenne en 2022, avec, pour cette fois encore, la France va vouloir mobiliser sur les maladies rares au-delà de la France, en Europe, et on va en parler aussi maintenant dans le monde, ce qui est nouveau par rapport aux actions des années antérieures. Alors ça veut dire quoi? On va aborder le sujet en essayant de comprendre pourquoi les maladies rares sont une priorité de cette présidence française, dans quel but, avec quelle stratégie et quelle méthode pour y arriver à la fin. Alors permettez-moi d'abord, Daniel, de faire un zoom arrière. C'est que la France et l'utilisation de sa présidence de l'Union européenne, c'est pas nouveau qu'elle s'en serve. Elle a commencé en 1995, c'était sous le gouvernement Balladur. C'était Juppé qui était ministre des Affaires étrangères et c'était Simone Veil qui était aux Affaires sociales. Et c'est la France qui, sous sa présidence, a introduit le projet d'un règlement médicaments orphelins au niveau européen. Et immédiatement après, un règlement pédiatrique pour l'usage pédiatrique des médicaments. Donc, le règlement médicaments orphelins, on le sait tous, a été adopté en 1999, mis en œuvre en 2000. Le pédiatrique, c'est en 2006. Et la France a aussi joué un rôle de première ligne dans le règlement européen pour les thérapies géniques et cellulaires, adopté en 2007. C'est en 2000 aussi que la France s'est servie de sa présidence européenne. Là, c'était un gouvernement Jospin, avec Hubert Védrine aux Affaires étrangères. Et cette fois, ça a été pour que les maladies rares soient inscrites pour la première fois dans le programme de recherche et technologie européen, comme thématique, et dans le programme santé publique. C'était le tout début, en année 2000. À nouveau, à la présidence française suivante, en 2008-2009, où entre-temps, les présidences marchent par trio de pays dans l'agenda européen, la France se saisit du sujet, et là, on est dans le gouvernement Fillon, avec Bernard Kouchner aux Affaires étrangères et Roselyne Bachelot à la santé. Et la France, à ce moment-là, porte des textes qui sont dans le champ de la santé publique, c'est-à-dire une communication sur les maladies rares pour faire des maladies rares une priorité dans l'ensemble de la Commission européenne, en recherche, santé, à travers ces différents programmes, mais aussi une recommandation du Conseil, l'année suivante, en 2009, pour que chaque pays développe un plan national maladies rares. Et la France est appuyée sur sa légitimité pour le faire, non seulement d'avoir introduit les règlements pharmaceutiques au début, mais ensuite d'avoir créé les premiers plans maladies rares depuis 2003. On dit chaque fois les premiers en France, mais il y en avait aussi au Royaume-Uni ou au Danemark. Mais en tout cas, c'est elle qui a eu l'approche la plus structurée d'un plan maladies rares. Donc il y avait une crédibilité pour lancer ce mouvement. Et depuis 2009, depuis 2008, depuis cette présidence, la France n'a plus la présidence européenne. Et là, elle revient en présidence l'année prochaine, au premier semestre, avec à nouveau la République tchèque comme deuxième du trio et la Suède en troisième du trio. Et on va voir à quel point cette approche trio est importante. Et l'objectif de la France, pendant sa présidence française, son ambition plus générale, bien au-delà des maladies rares, dans le cadre de sa présidence, c'est de construire une Europe plus solidaire et plus souveraine. Alors, on va pouvoir se retrouver dans ce thème souveraineté et solidarité. Alors, je voudrais insister déjà sur des fondamentaux avant de développer, parce que pourquoi un État agit au niveau européen ou international? La rareté, toujours la question de la rareté, c'est-à-dire avoir une masse critique
de patients, de données, d'expertise qui crée la valeur ajoutée communautaire. C'est ça la raison d'agir au niveau européen, ça part de la rareté. Et dans notre domaine, la quantité apporte un changement de qualité. Ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la rareté de la connaissance, dans la rareté des données. Alors, dans cette perspective, il faut regarder l'Europe, les 48 pays d'Europe, 30 millions de personnes atteintes. Il faut regarder l'Union européenne à 27, sans le Royaume-Uni maintenant. C'est 20 millions de personnes à peu près, et la France, 3 millions de personnes. Dans le monde, on est toujours sur une évaluation, 300 millions de personnes. Mais dans ces 6 000 maladies rares, ça c'est différent aussi d'il y a 10 ans, quand on a élaboré les politiques précédentes. 300 maladies rares, 400 maladies rares représentent à peu près 95% des personnes atteintes de maladies rares. Donc on voit qu'il y a des stratégies, on n'est pas seulement face à 6 000 maladies rares, on peut avoir des stratégies organisationnelles qui sont liées à cette compréhension-là. Et on a plus de 3 000 maladies rares qui, elles, affectent moins d'une personne sur 1 million. Et on a aussi, entre-temps, pendant les 10 dernières années, appris à travailler en structurant par domaine thérapeutique autour d'une vingtaine les maladies rares du sang, les maladies rares du rein, du poumon, etc., qui ont permis d'organiser des filières de santé en France, mais aussi au niveau européen, les réseaux européens de soins. Soyons clairs aussi sur notre champ de bataille, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les maladies rares génétiques, c'est les cancers rares, donc qui sont déjà bien inclus dans le plan européen cancer en cours. C'est les infections rares, et on voit toute l'importance en termes de menaces de santé, de surveillance, etc. Et ce sont tous les effets de médicaments à long terme, facteurs d'environnement, nourriture, etc. Alors, dans cette stratégie européenne que la France porte, elle est quand même nourrie de valeurs, celle de solidarité, bien sûr, l'intérêt mutuel bien compris, ne laisser personne sur le bord de la route, répondre aux vulnérabilités, mais aussi une confiance dans le progrès. Dans le progrès, l'acquisition de connaissances, l'innovation scientifique, technologique. Et dans une stratégie qui est celle d'équité, de justice sociale, qui s'oppose à l'égalité, c'est-à-dire faire plus pour ceux qui sont plus exposés. Alors, pourquoi je repars très en amont comme ça? Parce que c'est vraiment ce qui va nourrir cette stratégie nouvelle. L'autre élément, si on compare par rapport à il y a 10 ans, c'est que là, on parle des personnes. C'est-à-dire la personne et non pas le patient. On parle de la personne avec un regard à 360 degrés sur ses besoins, une approche holistique pour l'intégration dans la famille, dans la société, dans l'économie, dans l'acquisition de connaissances à l'école, à l'université, dans le marché du travail, mais aussi tout au long de la vie. Donc ça, c'est des différences dans la stratégie. Alors, maintenant, j'aimerais vous dire d'où on part pour arriver à cette stratégie française. C'est qu'elle se place cette fois dans un cadre international. C'est-à-dire que l'action qui est engagée est de faire reconnaître les maladies rares au niveau international, au plus haut niveau, c'est-à-dire à l'ONU. Et c'est l'action qui a été engagée en 2009, mise en œuvre depuis 2017 en accélérant les choses, et nous y sommes. C'est-à-dire que notre stratégie, c'est d'être partie des objectifs de développement durable, où là, il y a la santé, mais il n'y a pas que la santé, il y a aussi la recherche, il y a le partenariat public-privé, il y a l'égalité, il y a les aspects de vulnérabilité économique, etc. Donc de positionner la réponse aux besoins des personnes atteintes de maladies rares dans ces objectifs de développement durable, en se donnant une ambition d'améliorer les choses le plus possible de manière mesurable, puisque c'est toute la stratégie des Nations Unies cette fois-ci. Et il y a un thème de ces objectifs de développement durable qui est ne laisser personne derrière, leaving no one behind, et qui marche parfaitement pour les maladies rares, et nous avons préempté. Alors la bonne nouvelle aussi d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une résolution aux Nations Unies qui est à l'état de projet, qui a déjà fait l'objet maintenant de la consultation informelle le mois dernier. Les consultations formelles ont démarré, et cette résolution est portée par l'Espagne, pour l'Union européenne, le Brésil et le Qatar, mais la France a soutenu tout le long, s'est engagée auprès de ces 3 pays et maintenant est officiellement co-sponsor, l'Italie aussi. Donc la France part aussi de cette stratégie et plus de 84 pays ont déjà manifesté un intérêt à soutenir cette résolution dont nous espérons qu'elle sera adoptée au mois de décembre de cette année en Assemblée générale des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la reconnaissance maladies rares, l'implication des agences de l'ONU et des programmes, une action nationale à impulser, ou régionale comme en Europe, et des rapports réguliers d'évaluation. Pour l'Europe, pour arriver à cette présidence française,
tout part d'un travail de prospective qui a été réalisé au cours des 2 dernières années, en fait en 2019-2020. C'était une initiative du Parlement européen, ça a été financé par la Commission européenne et réalisé par un consortium dont notre organisation de patients, Eurordis, mais aussi Orphanet, et des équipes académiques Royaume-Uni, Imperial College London, Newcastle University, mais aussi les réseaux européens de référence qui étaient tous associés à ce travail, plus un spécialiste de prospective. Tout le travail était guidé par des conseillers stratégiques qui sont d'anciens directeurs généraux de la santé à la Commission européenne, de la recherche à la Commission européenne, à l'OMS en charge de la politique de couverture santé universelle et organisation de système de santé. 200 experts en Europe ont été associés à ce travail, donc ça a permis de produire une base de connaissances, de produire 12 tendances de fond pour 2030-2040, 4 scénarios, et de choisir tous ensemble le scénario préféré au moment de la conférence européenne des maladies rares, il y a 2 ans, et ensuite de développer une stratégie pour atteindre le meilleur scénario souhaité, c'est-à-dire investir pour plus de solidarité. Alors investir pour plus de solidarité, avec 8 recommandations qui ont été développées par ces 200 experts de toute l'Europe, dont beaucoup de France. La première recommandation, c'est adopter un nouveau cadre politique européen qui renouvelle le cadre politique de 2008-2009. Et ça, ce fondamental-là, j'insiste, parce que c'est ce qui vient fonder l'action de la France l'année prochaine. Et avec des objectifs qui sont un diagnostic plus précoce, plus fiable et plus rapide, des services de soins hautement spécialisés, avec un écosystème favorable autour, qui va rapprocher santé et recherche, avec au cœur les données et tout ce qui est l'analyse de données, l'utilisation des données dans un but de recherche ou d'amélioration des soins. Donc ça, c'est une transformation vraiment fondamentale et de la recherche et du soin. L'intégration ensuite des personnes dans l'économie et dans la santé, la participation active et pertinente des patients à tous les processus de décision, une recherche sur les maladies rares qui soit une priorité dans les États membres et au niveau européen, à la fois dans la recherche fondamentale et dans la recherche translationnelle, l'utilisation maximale des données et enfin améliorer la disponibilité, l'accès, le remboursement des médicaments. Alors, on voit bien que c'est une stratégie qui va largement au-delà de la santé. On parle d'écosystème. Et tout l'enjeu, cette fois-ci, de cette stratégie, c'est de penser recherche, industrie, incitation, de penser attractivité de l'Europe. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe est un leader en matière de recherche? Est-ce que l'Europe est un leader en matière d'investissement et de développement de médicaments? Ou est-ce qu'on est un deuxième wagon attaché aux États-Unis ou un troisième wagon attaché aux États-Unis et à la Chine? Et on voit bien que la réponse, elle n'est pas si simple et que ça suppose vraiment une stratégie d'ensemble et d'investir beaucoup plus. Et on pourrait dire, mais il y a déjà beaucoup de choses de faites, pourquoi un plan en plus? Eh bien, parce que le tout, dans une stratégie d'ensemble de ce type, n'est pas l'addition des différentes parties. C'est au niveau du tout que se constituent de nouvelles qualités, c'est-à-dire la transversalité de l'action, l'intégration entre l'Europe et les États membres, se fixer des buts quantifiés, et ça donne des propriétés nouvelles, c'est-à-dire le big data ou le transfert translationnel de recherche, les innovations technologiques, qui vont être de nouvelles émergences qui n'apparaîtraient pas avec une approche uniquement de stratégie en silo. Et l'originalité de ce plan européen, développé encore une fois avec ces 200 experts et qui est maintenant en cours d'examen par la Commission européenne, c'est d'avoir des buts. Se donner comme but que le diagnostic n'est plus en 4-5 ans en moyenne, mais en 6 mois à travers l'Europe en 2030. Le but d'une mortalité des enfants de moins de 5 ans qui soit réduite par au moins 30% dans les 10 ans qui viennent. Une survie des personnes atteintes de maladies rares qui soit en moyenne 2-3 ans de survie gagnée en 10 ans pour l'ensemble des malades. C'est une vraie ambition. Ça représente 100 millions d'années de vie en 10 ans qui peuvent être gagnées. Le développement de 1000 produits orphelins ou thérapies curatives, ça a déjà été évoqué dans le panel ce matin. On est dans cette révolution. Comment est-ce qu'on se saisit de cette opportunité tout en rendant les traitements accessibles? Et réduire l'impact économique et social de 30% sur les familles. Alors dans ce plan européen, il y a des vaisseaux amirals, bien sûr les réseaux européens de soins, c'est une évidence, bien sûr les maladies rares comme modèle en matière de politique européenne de données de santé, c'est-à-dire il y a à la fois le cancer qui est un modèle, mais les maladies rares maintenant sont choisies comme un modèle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle récente. Le développement, on en parle plus tard dans le programme de la conférence,
de la collaboration en matière de recherche au niveau européen, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de la collaboration du European Joint Programme Co-Fund à un partenariat de recherche maladies rares, avec une ambition plus grande et des moyens plus importants pour les prochaines années. Bon, après, il y a dans l'exécution où on peut s'inquiéter, parce qu'aujourd'hui, encore faut-il que la Commission européenne mette des pourcentages de financement qui permettent d'aller catalyser les financements des États membres de manière réaliste. Donc, on évoque en ce moment 30%. Si c'est 30%, les États membres ne s'impliqueront pas. Bon. Donc, il faut évidemment au moins 50% pour que ça puisse marcher. Donc, après, il y a la réalité des choses, comment elles se transforment. Mais il y a des nouvelles thématiques dans ces vaisseaux amiraux, notamment le dépistage néonatal, où on introduit déjà, sans attendre la présidence française, sous la présidence slovène actuelle, vient de se tenir la semaine dernière, une réunion technique sur le dépistage néonatal avec l'Italie qui est en chef de file et la Slovénie, mais aussi les Pays-Bas qui sont des pays plus avancés. Et on espère que la France va enfin vouloir avancer beaucoup plus vite en matière de dépistage néonatal et de diagnostic beaucoup plus précoce. Une autre initiative majeure, c'est la collaboration entre les États membres pour l'accès aux médicaments. C'est-à-dire que ce plan, ce n'est pas seulement Eurordis qui le dit, c'est les 200 experts qui impliquent des décideurs de l'ensemble de l'Europe et des experts de l'ensemble de l'Europe pour dire qu'il faut établir une table de négociation européenne, il faut un fonds européen pour financer la recherche post-mise sur le marché. Et ça, notamment pour les maladies les plus rares. Et faire de l'achat conjoint, de la négociation conjointe, c'est-à-dire utiliser notre pouvoir d'achat européen collectif pour mieux négocier avec l'industrie, donner une perspective de retour sur investissement à l'industrie, tout en ayant une meilleure valeur pour l'argent public qui est investi. L'autre grand changement dans ce programme par rapport aux stratégies précédentes, c'est d'abord ces buts quantifiables dont je parlais tout à l'heure. Mais je voudrais insister, Daniel, sur le fait qu'il faut aussi se méfier, parce que la quantification, c'est aujourd'hui le maître mot des politiques publiques, de l'évaluation de tous les produits et services. Mais l'essentiel n'est pas que là. L'essentiel, c'est l'humain. L'essentiel, il échappe à ces calculs. C'est le sentiment, c'est la dignité, c'est l'espoir, c'est l'amour, c'est la joie. Et c'est aussi la tristesse, la douleur et la haine. Donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par les valeurs. Alors, je vais terminer maintenant sur le trio de la présidence. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que grâce à l'action de la France, le trio France, République tchèque, Suède a introduit les maladies rares comme un thème prioritaire dans son agenda santé, au même titre que les résistances microbiennes aux antibiotiques, ce qui est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que la France programme une conférence de haut niveau dans le langage communautaire qui se tiendra le 28 février à Paris, à Ségur, au ministère, qui est organisée par le ministère de la Santé, avec le soutien et la participation du ministère de la Recherche et des deux ministres, Santé et Recherche, donc Olivier Véran et Frédérique Vidal, et le ministre des Affaires européennes, M. Clément Beaune, qui soutient fortement toute cette action. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a un fort alignement entre le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, le ministère des Affaires européennes, demain, j'espère, le ministère Industrie, aujourd'hui déjà, le cabinet du Premier ministre et le cabinet du Président de la République et notre représentation permanente à Bruxelles. Donc on a un fort alignement de la France pour porter cette ambition. Et la France prépare actuellement une proposition qui est de dire, voilà, moi, ma proposition de France comme présidence de l'Union européenne, c'est de lancer un ambitieux plan pour les maladies rares au niveau européen pour les 10 prochaines années, proposition qui devrait être soutenue par la République tchèque et la Suède, nous le saurons bientôt, et qui sera proposée donc à la Commission européenne, parce que ne l'oublions pas, Daniel, à la fin, c'est la Commission européenne qui décide ou pas d'avoir un plan. C'est elle qui a le pouvoir d'initiative législative. Dans le même temps, les parlementaires du Parlement européen se mobilisent et une question orale va être posée en plénière prochainement, en novembre ou décembre, pour demander à la Commission européenne de lancer une nouvelle stratégie avec un plan européen pour les maladies rares. Alors le calendrier qu'on espère, c'est qu'à notre conférence du 28 février en France, la France, la République tchèque, la Suède, d'autres pays comme l'Espagne, qui seront le début du trio suivant des présidences européennes et qui soutient la résolution aux Nations Unies dont je parlais tout à l'heure, mais aussi l'Italie, qui soutient fortement aussi,
aux Nations Unies, mais qui soutient le dépistage néonatal. Bref, les pays les plus mobilisés déjà sur les maladies rares soient là, qu'il y ait un élan qui vienne des États membres, et qu'à cet élan, la Commission européenne réponde « Je vous ai entendu, nous allons développer ce plan », et que ensuite, en 2023, à la journée des maladies rares suivante, soit ce qu'on appelle établi une roadmap, une feuille de route par la Commission européenne. Et pour cela, la présidence tchèque du deuxième semestre a déjà prévu d'organiser une réunion technique pour élaborer cette feuille de route et ensuite que le plan puisse être annoncé sous la présidence espagnole, et ça prendra la forme d'une nouvelle communication de la Commission européenne et d'une recommandation du Conseil. Alors, je voudrais juste conclure maintenant pour dire que cette stratégie-là, je voudrais qu'on soit fiers en tant que Français. Généralement, je parle toujours au niveau de l'Europe, mais parce que la France est porteur d'un espoir immense, elle est regardée par les autres en Europe, elle est source de collaboration avec les autres pays pour développer ses politiques, mais aussi que l'Europe est un phare dans le reste du monde. Elle est un modèle. Il y a un modèle européen des maladies rares dans le monde. Et on peut vraiment être fier de ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui inspire des pays comme l'Amérique centrale ou du Sud, ou l'Asie du Sud-Est, ou l'Afrique, ce n'est pas le modèle américain des maladies rares, c'est le modèle européen, c'est-à-dire un modèle qui part de la santé publique, qui part du respect de la personne et qui essaie d'amener l'innovation à la personne. Et on peut vraiment être fier de cela. Alors, on pourra trouver plus d'informations sur ces deux sites-là, le RAR 2030, mais aussi sur le site de Rordis. Et dans notre équipe, c'est Anna Cole que vous pouvez contacter. Et ce que je voudrais dire pour conclure vraiment, c'est que pour avoir un meilleur futur, il faut le préparer. Et toute la stratégie de Rordis, mais aussi de tous ses partenaires publics, privés, et de la France maintenant, c'est d'avoir une stratégie qui soit élaborée pour atteindre des buts, que les choses ne vont pas arriver par chance ou en les laissant au hasard, mais qu'il faut avoir une stratégie, qu'il faut avoir des actions possibles, tout en étant souple. Et Héraclite le disait, si tu ne cherches pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. Merci Daniel. Merci vraiment, merci infiniment Yann. D'abord d'avoir si bien placé le terme de solidarité au cœur de la problématique des maladies rares. Je crois qu'on est vraiment là dans un cas typique de pertinence absolue entre maladies rares et solidarité. Donc un enjeu de société. Merci d'avoir évoqué la concrétisation des efforts passés de la France au niveau des réseaux européens de référence, mais aussi le programme de recherche European Joint Programme sur les maladies rares, qui représente vraiment le résultat finalement de tout ce travail de mettre en lumière la nécessité de faire avancer la recherche dans les maladies rares, dans un très très gros programme de plus de 80 millions d'euros, et pour lequel l'enjeu, c'est le renouvellement de ce programme ou le développement de ce programme après Horizon 2020 au niveau de Horizon Europe. Merci d'avoir si bien décrit les enjeux, les espoirs donc, de la thématique au niveau européen. Alors j'aurais deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui peut freiner ce mouvement vers un plan d'action européen pour les maladies rares ? Alors, la première difficulté que nous avons devant nous, c'est qu'il faut que la Commission européenne décide de lancer un plan. Et ça, c'est pas gagné encore. Pourquoi ? Parce que il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne est surchargée de travail, notamment dans le champ santé. On l'imagine bien à cause du Covid, parce qu'il y a des nouvelles législations, on crée une nouvelle agence pour les urgences de santé, on étend le champ des missions des autres agences existantes, il y a toute la révision des lois pharmaceutiques, donc de très gros chantiers qui font qu'il y a un embouteillage. Mais la négociation avec la Commission européenne, c'est au départ, l'ambition, c'était que ce plan puisse être lancé en 2022. Ça, c'était vraiment impossible pour eux. Donc, on est arrivé à la discussion est encore en cours, mais l'idée, c'est qu'elle lance l'initiative en 2022, elle présente sa feuille de route en 2023, on adopterait le plan en 2024. Ça, c'est un plan plus réaliste pour eux. La deuxième raison de la Commission européenne, c'est que, historiquement, l'empreinte dans nos États membres, mais aussi pour la Commission européenne, est toujours de politique santé en matière de maladies rares. Cette fois, l'enjeu, ce n'est pas la santé. L'enjeu, c'est bien au-delà de la santé. C'est de créer l'écosystème qui va permettre de faire émerger des solutions, de faire émerger une attractivité européenne. Et ça suppose la recherche, l'industrie, le digital, le social. Et
pour cela, ça suppose que d'autres commissaires européens, d'autres administrations se saisissent du sujet et veuillent lancer un plan. C'est pour ça que le rôle du ministre des Affaires européennes en France et en République tchèque et suédoise est essentiel, parce qu'il ne faut pas être bloqué dans le sujet santé. Et la première étape pour aller vers ce succès, c'est qu'il faut que les Tchèques, et ça je pense qu'on est en train de le gagner, mais aussi les Suédois, ça c'est pas encore gagné, soient vraiment sur cette même stratégie d'aller au-delà de la santé. Merci. Effectivement, on formule tous des vœux pour que ce plan européen, qui pourrait formidablement aider notre cause, puisse voir le jour. Ma seconde question se porterait au niveau international. Tu l'as dit, il y a un niveau au niveau de la résolution des Nations Unies, le plan européen d'action national, nous l'espérons, le PNMR 4. Comment articuler la stratégie maladie rare entre ces trois niveaux? Alors, c'est vraiment la dynamique qu'on espère impulsée par l'ensemble de cette approche-là, c'est-à-dire que si on se replace en 2003, la France prenait une action isolée de dire je vais développer un plan de santé publique pour les maladies rares. Et après, on est passé au niveau européen en 2008-2009. Ouais. Là, il faut maintenir cette approche qui monte du terrain, et c'est la première qui est l'essentiel, mais aussi se placer dans un cadre plus international, c'est-à-dire partir des objectifs de développement durable qui ont l'avantage de donner une approche holistique de réponse aux besoins de la personne, ce qui est très différent comme stratégie que de dire on va développer des médicaments, comme la stratégie américaine au départ avec le règlement médicaments orphelins dans les années 80, et qui reste encore très structurée là-dessus, qu'il n'y a pas d'approche santé publique aux États-Unis. On reste sur une approche produit et innovation, qui est importante. Mais en Europe, elle est intégrée dans une approche qui est plus de santé publique, parce qu'aussi tout le financement de la santé est un financement public, parce que les valeurs de solidarité sont importantes, les valeurs de justice sociale sont importantes. Donc, partir de ce cadre d'objectifs de développement durable, c'est aussi se donner des objectifs mesurables. Et ça, je crois que c'est nouveau dans les maladies rares. On peut se donner l'ambition pour 2030, donc notamment pour le PNMR 4, d'avoir des objectifs qui soient quantifiables, mesurables, en termes de survie, en termes d'années de vie gagnées, en termes de mortalité infantile, en termes de durée d'accès, de temps d'accès au diagnostic ou de nombre de médicaments développés à but curatif. Donc, il y a un changement là de paradigme, et donc il y a une articulation entre comment un plan européen contribue à ces objectifs internationaux, comment un plan national contribue aux objectifs européens, mais comment ce cadre international européen aide la France à atteindre des buts pour les personnes atteintes, mais en même temps à renforcer sa compétitivité scientifique, à attirer des investissements pour la recherche et les essais cliniques, à être un lieu de production et de création d'emplois, pour améliorer sa balance commerciale, plutôt que de réimporter des produits aux États-Unis d'innovation scientifique au départ européenne, par exemple. Voilà. Ce qui d'ailleurs sera un thème abordé j'imagine, dans une des sessions portant sur l'accès des patients aux médicaments. Merci infiniment, Merci Yann. beaucoup, Daniel, pour ton invitation.